et ça ressemble vraiment à des coups de couteau. Pendant que le légiste et le commissaire sont en train de faire l'analyse donc de ce corps qui vient d'être trouvé, le paysan langlois, il continue de creuser autour de l'endroit où il avait trouvé le corps de l'enfant. Et en continuant de creuser, qu'est-ce qu'il trouve? Un autre corps. Il s'agit d'un enfant d'environ 14 ans qui lui aussi a 3 plaies derrière la tête. Langlois, il continue dans sa foulée et là, il déterre encore un autre corps. Une petite fille cette fois-ci qui n'a pas plus de 4 ans et qui est encore dans sa petite robe bleue. Elle a le visage tailladé et elle a 2 plaies au ventre. On est donc sur un triple meurtre. Mais c'est pas fini. Parce que Langlois il continue de creuser autour. Et là il trouve encore un autre corps. Mais cette fois-ci c'est une femme qui a à peu près 40 ans et qui a été tuée elle aussi de coups de couteau. Étant donné qu'on a trouvé des enfants, on peut supposer que c'est la mère des enfants. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui avaient commencé à venir voir ce qui se passait, ils sont de plus en plus. Et donc on a une dizaine de curieux qui arrivent sur place, qui marchent de partout. On a des femmes qui s'évanouissent. On dirait vraiment pas que c'est une scène de crime, on dirait vraiment qu'on a la kermesse du coin. Il y a tellement de bazar finalement avec tous ces gens que le commissaire il appelle des militaires pour venir dégager tout ce monde. Mais même les militaires ils se font déborder. Et imaginez qu'on est dans cette cohue avec les gens qui hurlent, qui crient, qui veulent voir. Les militaires débordés, le commissaire désemparé et au milieu de tout ça le paysan langlois, il crie un autre. Il a encore trouvé un autre corps, cette fois-ci un garçon d'environ 10 ans qui a encore sa petite casquette bleue sur la tête. Il a été poignardé au visage et son œil pend hors de l'orbite. Et c'est pas fini parce qu'on en trouve encore un autre, un adolescent de 15 ou 16 ans tué à coups de couteau comme tous les autres. Donc on a 6 cadavres qui ont été mis dans une fosse qui mesure à peu près 3 mètres de long, 60 mètres de large, d'une profondeur de 40 cm. Une femme et 5 enfants. Le commissaire, il fait déjà des premières observations. La femme adulte, il a l'impression qu'elle est enceinte. Les vêtements de cette femme sont de très bonne qualité. Elle porte une robe de soie noire, elle a des bagues aux doigts et elle a des boucles d'oreilles de valeur. Les petits garçons, eux, ils portent des costumes de collégiens. Et donc le commissaire a l'impression qu'il s'agit d'une famille bourgeoise. Il demande à 2 maraîchers de leur prêter 2 charrettes et il fait emmener les 6 corps à la morgue de Paris sur l'île de la Cité derrière Notre-Dame. Et à ce moment-là, c'est la sûreté de la préfecture de Paris qui récupère l'enquête parce que 6 morts, ça fait beaucoup. Le patron de la sûreté en personne, d'ailleurs, va s'occuper de l'enquête. C'est le commissaire Antoine-François Claude. Les 6 cadavres sont donc à la morgue. Ils ont été mis dans ce qu'on appelle la salle de purification. Et il y a une foule de monde énorme. Donc à l'époque, c'était comme ça. Quand il y avait un crime, on allait voir les corps sur place ou à la morgue. Et là, cette histoire, elle a fait la une de tous les journaux du soir. Et donc, il y a énormément de monde. Des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières qui sont en train de regarder ces cadavres en face d'eux. Les corps, ils ont été déshabillés, photographiés et donc les médecins légistes, ils commencent à faire leurs premières analyses, à faire leur autopsie. Ça prend un peu de temps parce qu'ils sont beaucoup. Et donc, ils finissent, les légistes, par dire que donc ils ont relevé au total plus de 100 blessures. Les blessures, elles ont été infligées par
apparemment c'est un bon bourgeois. Sa femme s'appelle Hortense, ils ont 6 enfants et ils attendent un 7e enfant. Et là on a un souci. On a un souci parce que le père, effectivement, bon, on n'a pas de nouvelles. Mais ils ont 6 enfants, or on a retrouvé 5 cadavres d'enfants. Il manque un enfant, il manque Gustave qui est l'aîné et qui a 20 ans. Pendant leur recherche, les enquêteurs ils ont appris qu'apparemment Jean-Quin, qui depuis peu, il avait décidé que lui et toute sa famille allaient déménager en Alsace. En fait, il voulait quitter Roubaix et ouvrir une usine là-bas. Et donc du coup, il est parti un peu en éclaireur et il avait demandé à son fils aîné Gustave de le rejoindre. Et après, il a demandé à sa femme de les rejoindre, mais pas en Alsace, mais à Pantin, à Paris, le 19 septembre. C'est à ce moment de l'enquête que l'hôtelier, en discutant avec la police, qui transmet à l'hôtelier les informations qu'ils ont récupérées à Roubaix sur ce Jean-Quin, l'hôtelier, il leur dit que par contre il y a un truc qui colle pas, parce que on a dit aux policiers que Jean-Quin, donc le père, avait 50 ans et une grosse barbe noire. Seulement l'hôtelier, il est sûr de lui. Le monsieur qui est venu à l'hôtel prendre la chambre, il avait clairement pas 50 ans. Et il avait d'ailleurs pas plus de 20 ans. Et il avait même pas un seul poil au menton. Donc la personne qui a pris la chambre d'hôtel, qui s'est fait passer pour Jean-Quin, ce n'était pas Jean-Quin. Et la police, ils pensent tout de suite que c'est Gustave, le fils aîné, qui s'est fait passer pour son père. Et donc Gustave devient le suspect numéro 1. Cette affaire, vous allez voir, elle est incroyable à bien des niveaux. Mais elle est aussi incroyable parce que c'est la première fois que la presse s'intéresse autant à une affaire. Ça marque un tournant. Avant, la presse, elle leur rendait compte des procès quand il y avait des affaires de crime. Mais là, ça va être la première fois que la presse va commencer à donner des détails sur toute l'affaire. Pour nous aujourd'hui, ça peut nous paraître normal ou en tout cas pas choquant que la presse donne des infos, telle personne serait suspecte, il y a eu ci, on a retrouvé 5 cadavres, mais à l'époque c'était pas le cas et là c'est la première fois que ça arrive. L'enquête, elle passionne complètement la presse, ça fait la une de tous les journaux et donc du coup toute l'affaire est racontée dans les détails, c'est complètement nouveau. Il y a un journal qui s'appelle Le Petit Journal et le propriétaire du Petit Journal, il voit bien que l'affaire elle intéresse, il voit bien que les gens ils font un trajet fou pour aller sur la scène du crime, qu'ils se ruent tous à la morgue pour voir les corps. Et donc du coup il a une petite idée, il décide de couvrir l'affaire au jour le jour et ça marche. Il double son tirage et il vend 500 000 exemplaires tous les matins. Et comme ça marche pour lui, les autres journaux ils font la même chose. Il y a même un journal, Le Gaulois, qui lui carrément il a récupéré un croquis du champ et il le publie. Et c'est pas tout, il a aussi récupéré une photo de chacun des 6 cadavres. Alors en 1869, ils ne savent pas comment imprimer et diffuser les photos comme on le fait aujourd'hui. Mais du coup les journalistes du Gaulois, ils font des dessins, des photos des cadavres et ils publient 3 des dessins des cadavres dans l'édition du matin et les 3 autres cadavres dans l'édition du soir. Et ils ne se contentent pas de juste publier les photos des cadavres. Par exemple, avec les dessins des cadavres, ils avaient titré « Ces têtes sont effroyables à voir, qui se douteraient que sous ces chairs défigurées circulait la vie, que le sang circulait sous cette peau flasque, que ces bouches hideusement convulsées, que ces lèvres déchiquetées souriaient et parlaient. » Les journalistes ils ont compris que tout ça en fait, ça paraît horrible mais ça intéresse beaucoup les gens. À ce moment de l'enquête, le commissaire, il a son hypothèse
interroger est-ce que la femme et les enfants étaient seuls, et il leur répond que non, qu'il y avait un jeune homme avec eux. La police demande mais à quoi il ressemblait, est-ce qu'il était blond, et le cocher il dit non, 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 il était tout petit, brun, assez maigre. Et en fait là, il est en train de décrire trait pour trait Jean-Baptiste Tropman. Le commissaire Claude, il prend alors la décision de diffuser un bulletin de recherche sur ce Jean-Baptiste Tropman à toutes les brigades de police, aux gares et aux ports. Et c'est dans un port au Havre que cette affaire va prendre un réel tournant. Il y a un gendarme qui s'appelle Ferrand qui est en charge de la sécurité du port. Il est environ midi, le gendarme Ferrand rentre dans un bistrot et il regarde un petit peu qu'il y a dans le bistrot. Et là, il voit deux personnes qui ont l'air un petit peu louches et qui ont le regard fuyant. Du coup, il va les voir parce qu'il se dit c'est bizarre. Et puis, il leur demande leurs papiers. Le premier, il montre ses papiers qui sont en règle, mais le deuxième, qui est un jeune homme brun très maigre, dit qu'il n'a pas ses papiers sur lui. Et le jeune homme dit que ses papiers sont à l'hôtel. Donc le gendarme il lui dit bah écoutez, suivez-moi. Ils sortent et le gendarme, pour faire un peu la conversation, il leur pose quelques questions. Donc il leur dit ah, vous arrivez d'où? Vous arrivez de Paris? Donc ils disent oui, oui. Et du coup il leur dit mais vous avez entendu parler là de l'histoire de ce massacre qui a eu lieu à Pantin? Et il a même pas fini sa phrase que le jeune homme qui avait pas les papiers se met à courir à fond la caisse vers le bassin du commerce et il plonge dans le port. Il y a des gens qui sont là et qui lui lancent une bouée pour l'aider. Ils se disent il va se noyer. Et il refuse la bouée, il la refuse. Et carrément il se met à nager dans l'autre sens. Enfin il essaye parce qu'en fait il nage très mal. Et du coup il y a un ouvrier qui voit qu'il nage mal et qui se dit purée mais il va se noyer, le pauvre il est en difficulté. Et du coup l'ouvrier il plonge pour l'aider, pour lui porter secours. Mais le jeune homme il l'envoie bouler, il veut pas d'aide. Au final on arrive à le maîtriser, on le sort du bassin et les gendarmes le fouillent. Et là sous sa chemise il trouve une lettre qui est signée Jean Quinque. C'est à ce moment-là que le gendarme Ferrand il réalise que le jeune homme il ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Tropman, ce fameux Tropman que les policiers parisiens recherchent dans toute la France. Donc il envoie un télégramme à la sûreté de Paris pour leur raconter et leur demander quoi faire. Et on lui dit qu'il faut immédiatement envoyer Tropman à Paris. Ils prennent le train. Et là c'est tout un spectacle parce que à peine le train démarré, qu'il y a plein de gens qui passent devant le compartiment pour voir Tropman. À chaque gare, il y a des gens sur le quai qui vont se coller contre les vitres pour essayer de l'apercevoir. À Rouen, il y a même des gens qui montent à bord pour le lyncher. Ils lui disent tueur d'enfants, monstre, livrez-le-nous. À Saint-Lazare, la même chose. Il y a une foule qui est déchaînée et qui veut les escorter jusqu'à la prison. Tropman, il est terrorisé par la foule. Il est épuisé, il tremble de froid. Et du coup, le commissaire et le juge d'instruction, ça leur donne une idée. Ils voient comment il est en train de paniquer et ils se disent il y a moyen qu'on fasse un petit coup de poker pour le bloquer. Ils demandent à aller directement à la morgue. En fait, ils veulent faire un électrochoc, on va
se fait huer et elle part. Mais quand même, c'est pour vous dire. Et parmi cette foule de curieux, il y a un boucher qui est venu, et il est venu avec son chien. Et dès que le boucher arrive sur le champ, le chien, il devient un petit peu fou. Et il va sur un coin du champ et il ne veut pas bouger de là. C'est à peu près à 30 mètres de la fosse où on a trouvé tous les corps. Du coup, le boucher, il s'approche et il avait un bâton dans la main et il frappe le sol avec le bâton. Et il voit que ça sonne creux. Du coup, il demande à la foule, est-ce que quelqu'un a pas une pioche parce qu'il y a quelque chose en dessous. Du coup, il se met à creuser et là, il y a une main qui apparaît ainsi qu'un foulard rouge. Il continue à creuser et là, il voit apparaître un corps tout entier d'un jeune homme face contre terre. Il y a un couteau de cuisine qui est encore planté dans les épaules de ce jeune homme. Ses mains, elles sont attachées dans le dos. Vous l'aurez compris, c'est Gustave Quinck, le fils aîné. Une fois qu'ils analysent son âge, c'est les vêtements qu'il porte, il y a tout qui correspond. On est sûr que c'est Gustave. Et d'ailleurs, sur son vêtement, il y a la même étiquette qu'il y avait sur les vêtements de ses frères et sœurs. Thomas d'ailleurs a Roubaix. On emmène le corps au médecin légiste et le médecin légiste, il pense que Gustave n'a pas été tué en même temps que les autres parce que la décomposition du corps a commencé. Il aurait été assassiné 3-4 jours avant les autres. Du coup, ils vont se mettre à retourner tout le champ au cas où il y aurait le cadavre du père, mais ils ne trouvent rien. Le corps de Gustave est placé à la morgue avec ses frères et sœurs et sa mère. Et le commissaire, il demande qu'on lui apporte Tropman et il ne dit pas à Tropman qu'ils ont trouvé Gustave. Il met Tropman devant le corps qui est recouvert d'un drap et d'un coup il soulève le drap. Du coup il dit à Tropman, vous reconnaissez Tropman? Oui oui, c'est Gustave. Et là Tropman il dit, bah ça doit être son père qui l'a assassiné pour pas qu'il balance. Et le commissaire il fait remarquer à Tropman que le légiste a dit que Gustave aurait été assassiné avant les autres et donc du coup ça ne tient absolument pas. Gustave, c'est pas possible qu'il ait participé au meurtre si il est mort avant les autres. Tropman à ça il répond que le docteur est juste un âne et que comme Jean il a enterré son corps loin des autres et bah du coup il s'est décomposé plus vite. C'est juste ça. À ce point de l'enquête, pour le commissaire et pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute. C'est Tropman qui les a tués. C'est Tropman. Et donc du coup, là ce qu'il faut pour eux, c'est faut qu'ils arrivent à trouver le corps de Jean Quinck parce qu'ils supposent qu'il a dû aussi tuer Jean Quinck. S'ils arrivent à trouver son cadavre, ça ferait avancer le procès. Ils supposent que Jean Quinck doit être en Alsace
première sûreté. Et donc du coup, quand Dropman a tué Jean Quinck, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent sur lui. Donc la seule chose qu'il a récupérée, c'est 212 francs, les papiers de Jean Quinck et sa montre en or et les 2 chèques qu'ils ont retrouvés d'ailleurs au Havre quand ils l'ont arrêté. Dans la foulée, il a tué Gustave le 17 septembre. En fait, comme le plan qu'il avait avec Jean Quinck n'a pas marché, il a écrit à Hortense, la femme de Jean Quinck, en prenant l'exemple, il a écrit vraiment en disant que c'était lui, Dropman, qui écrivait, soi-disant que Jean s'était blessé à la main. Et donc il a demandé à Hortense de retirer auprès de la banque un certain montant et d'envoyer l'argent à la poste d'une ville en Alsace. C'était évidemment un mensonge qui a quand même été assez gros à gober, mais en fait Hortense, elle était tenue complètement à l'écart de ce genre de sujet. Et donc du coup, elle l'a fait. Le problème, c'est qu'à la poste, quand Dropman est venu pour récupérer l'argent, à la poste, on a dit à Dropman qu'il était trop jeune pour récupérer l'argent. Et en fait, il avait fait croire qu'il était le fils de Jean et il lui avait en plus demandé de prouver son identité et il n'avait rien pour le prouver. Et donc c'est pour ça qu'il a appelé Gustave. Il a fait croire en fait à Gustave par lettre qu'il était Jean. Et donc au nom de Jean, il a écrit à Gustave en lui disant qu'il se trouvait à Paris et qu'il fallait que Gustave aille récupérer l'argent à la poste. Pour un petit peu les booster, on va dire, il leur a fait croire que Jean avait gagné un demi-million de francs grâce à Dropman. Et comme ça, il s'est dit qu'il allait un peu paraître le mec de confiance en fait auprès de la famille. Gustave, suite à la lettre qu'il reçoit, qu'il pense venir de son père, il arrive donc dans la ville alsacienne pour récupérer l'argent à la poste. Mais Gustave, il était parti assez vite et sans procuration authentifiée. Et donc du coup, il attend la procuration pour pouvoir prendre l'argent, mais ça prend du temps et il en a marre d'attendre. Et du coup, il annonce qu'il va partir à Paris, rejoindre son père. Dropman se rend compte que du coup, Gustave n'a toujours pas d'argent, ça l'énerve. Et comme on parle d'une grosse somme, Dropman il réussit à faire en sorte que Gustave envoie un télégramme à sa mère en les invitant à les rejoindre à la capitale avec tous les papiers. Dropman il fait croire à Gustave après qu'il va bien l'emmener voir son père et à un moment il bifurque dans un champ et quand ils sont dans le champ, il lui porte un coup dans le dos. Il dit que si jamais c'est possible qu'il lui ait donné d'autres coups de couteau, mais en tout cas il ne s'en rappelle pas. Après l'avoir tué, il l'a dépouillé et il l'a mis dans une fosse. Tout ça, il le raconte sans émotion. Il raconte ensuite à la police que Hortense Quinck arrive dans la soirée du 19 septembre avec les enfants. Et il lui a dit à Hortense qu'il allait les emmener vers Jean. Encore une fois, il les emmène dans un champ et il l'a frappée plutôt avec un couteau. Elle n'a pas crié, elle est tout de suite tombée. Ensuite, il a frappé 2 enfants, ils n'ont pas non plus crié. Et ensuite, il a pris les 3 qui restaient, il a étranglé le premier avec un foulard. Après, il a fait pareil avec les 2 autres. Et ensuite, il les a frappés à coups de pioche et avec une pelle pour les défigurer. Et il les a enterrés. Dès le lendemain de ce récit, il y a des policiers qui vont en Alsace rechercher le corps du père là où Dropman a dit qu'il l'avait tué. Et ils le retrouvent. Il y a
siècle sont au premier rang du procès. Et donc à ce procès-là, il y avait entre autres Gustave Flaubert, Alexandre Dumas ou encore Rimbaud. Soit dit en passant, la presse qui assiste au procès est un peu déçue parce qu'il trouve que Tropman il est un peu trop ordinaire. Ça fait des mois qu'ils parlent de l'affaire, ils auraient peut-être aimé voir quelqu'un apparaître, quelqu'un peut-être dit d'eux avec un troisième œil, quelque chose comme ça. Donc ils ont été un peu déçus. Par contre, ils ont été fascinés par les mains de Tropman qu'ils décrivent comme étant énormes. Tropman, il est défendu par le meilleur avocat de l'époque qui s'appelle Maître Charles Lachaud. Mais à la fin du procès, pas de surprise, pas tellement de surprise, Tropman est condamné à mort. Bon, à l'époque, vous l'avez vu, les gens allaient sur la scène du crime voir les cadavres, les gens allaient à la morgue. Vous vous doutez bien que les gens allaient aussi à l'exécution. Avant l'exécution de Tropman, le directeur de la prison de la Roquette où Tropman est incarcéré, il donne un repas de gala d'ailleurs le 19 janvier 1870 à 7h du matin. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont là pour assister à l'exécution de Tropman. La légende, elle dit qu'au moment où le bourreau a déclenché la chute de la lame, Tropman lui a mordu le pouce. Je voudrais finir cette histoire avec une petite anecdote qui concerne la presse, puisque j'ai pas mal parlé du rôle de la presse dans cette histoire. Le soir même de l'exécution de Tropman, le directeur du petit journal